vraiment, c'est que on essaye de faire rentrer dans un modèle statistique des qualités et des visions de société qui normalement ne sont pas du tout statistiques. Donc, forcément, le modèle, il est obligé de faire des raccourcis. Le modèle, il est obligé de faire un espèce de gros résumé, une espèce d'énorme soupe de tout. Et donc, forcément, il va laisser derrière des voix, des expressions, des points de vue. Et donc, c'est ça ce qui peut avoir des implications. L'arrivée des IA génératives et des agents conversationnels amène son lot de questions. Sur les innovateurs, on a beaucoup parlé des questions environnementales que posent ces technologies, mais ce ne sont pas les seuls enjeux. La nature même de ces IA, qui se nourrissent des données produites par les humains, peut entraîner des dérives éthiques et notamment des biais. Pour parler de ce sujet, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Giada Pistilli. Bonjour Giada. Bonjour. Alors Giada, tu es docteur en philosophie et aujourd'hui tu occupes le poste de Principal Ethicist à Hugging Face. Tu peux nous expliquer ce que c'est Principal Ethicist? Oui, bien sûr. Je pense qu'on peut traduire ça par responsable de l'éthique. C'est souvent l'introduction française que je suggère. Concrètement, je fais partie d'une équipe de 6 personnes qui s'appelle Machine Learning and Society. Ça veut dire que concrètement, on est surtout un groupe de chercheurs qui regardent un peu tous les aspects justement qui ont à faire entre l'IA, je veux dire, et des problèmes, des enjeux de société au sens large. C'est-à-dire qu'il y a des collègues qui vont s'occuper plutôt de la partie policy, donc public policy. En gros, c'est plutôt la partie, je dirais, contact avec les institutions, voir un peu ce qui se fait au niveau international. Puis j'ai une collègue qui s'occupe plutôt des enjeux environnementaux. Et puis ensuite, bah, il y a moi qui donc est un profil comme vous disiez en philosophie. Donc ça veut dire que de base je suis chercheuse aussi. Donc en gros j'écris des papiers. C'est-à-dire que je vais analyser en fait quels sont les enjeux. C'est très large de dire ça, mais je vais analyser un peu quels sont les enjeux éthiques, surtout ce qui est intéressant pour Hugging Face dans ce sens-là, c'est-à-dire sur les questions par exemple de transparence, de la philosophie qui est propre à l'open source, c'est-à-dire l'accès libre, quels sont les enjeux et les tensions qu'il peut y avoir là-dedans. Et puis voilà, mon parcours personnel, c'est que je me suis surtout spécialisée en éthique des liens conversationnels et framework éthique. Donc j'ai beaucoup étudié aussi quelles sont par exemple les intersections qui existent entre par exemple un cadre légal, un cadre éthique et un cadre un peu plus technique. Ça depuis pas mal de temps maintenant. Donc voilà, concrètement, c'est ce que je fais dans le quotidien, c'est que je fais de la recherche. Je vais aider aussi des collègues sur des sujets particuliers. Je peux de manière ponctuelle aussi donner, enfin partager mon expertise plutôt à des clients avec qui peut-être on a des contrats en externe. Et je suis aussi en charge de la politique de modération de contenu. Donc ça, c'est pas du tout côté recherche, c'est plus vraiment côté opérationnel. C'est-à-dire qu'ensemble avec des collègues plutôt du côté technique, je vais aider à réfléchir à quel type d'outils il va falloir développer. En gros, on essaie de répondre à la question la plus large qui est comment faire en sorte de fournir à nos utilisateurs des outils pour développer des outils d'IA responsables, en gros. Ou comment développer des outils d'intelligence artificielle de manière responsable. Alors ça C'est bien tombe dit. bien parce que ce qui est intéressant, notre audience ne connaît pas forcément Hugging Face. Alors Jérémy et moi, on vient de la tech, donc on connaît très bien Hugging Face. Mais c'est peut-être bien si tu nous reprécises qui est Hugging Face Bien et sûr. Mhm. pourquoi ça pèse aujourd'hui. C'est une entreprise qui pèse dans le milieu de l'intelligence artificielle. Oui, donc on est en anglais, on dirait on est community led, c'est-à-dire que en gros, on est guidé par la communauté machine learning, communauté IA comme on veut. C'est Agilface, c'est une plateforme de partage, donc comme je disais, en libre accès d'outils d'intelligence artificielle. On a notamment 3 verticales ou 3 types de contenus plutôt. On a le contenu donné, donc quand on parle de données, évidemment, on parle de n'importe quel type de nature de données, textuel, visuel, vidéo, audio, etc. On a la verticale de type de contenu de modèle tout court, donc modèle d'intelligence artificielle. Ça peut être des liens génératifs, mais pas que. Donc ça peut être n'importe quel type de modalité de type de modèle. Et puis ensuite, le troisième type de contenu qu'on peut trouver sur la plateforme, c'est quelque chose que nous on appelle spaces, c'est-à-dire des applications finies d'intelligence artificielle. Donc de ça surtout le but c'est de
euh, rendre plus accessible dans un sens des outils d'intelligence artificielle, c'est-à-dire par exemple si vous êtes chercheur et que vous écrivez un papier où il y a la description d'un modèle, bah, l'idée c'est de pouvoir fournir à ces chercheurs aussi la possibilité d'en faire un space, c'est-à-dire de donner l'illustration concrète de ce type de modèle. Et puis évidemment, il y a plein d'autres utilisations possibles. Ça dépend un peu du cas d'utilisation. Mais donc en gros, on a donné modèle, application finie d'intelligence artificielle. Le tout partagé de manière libre. On dit souvent qu'on est un peu le GitHub du machine learning, c'est-à-dire qu'on est vraiment un espèce de marketplace gratuit entre guillemets de tout sont les développeurs et les ingénieurs de machine learning peuvent avoir besoin. Et surtout, on a une grosse communauté parce qu'on a plus de 5 millions d'utilisateurs qui visitent notre plateforme au quotidien. Alors, pour revenir sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui et qui est un peu le cœur de tes recherches, on souhaitait parler des enjeux éthiques autour notamment de l'IA générative et des modèles conversationnels, plus orientés sur le côté des biais. Avant de parler réellement des problèmes, ce qui peut être intéressant, c'est que tu refasses un point sur comment fonctionnent ces modèles et pourquoi on a des problèmes éthiques et notamment les biais dont on va parler. C'est une question très large. Donc, Ouais. comment fonctionne? En essayant de Alors, rester concise. oui, bien sûr. Je vais essayer d'être. En plus, c'est un don, non? Comme on dit, d'essayer d'être le plus, le plus Ouais. concis Synthétique possible, possible. ouais, Ouais. intelligible, exactement. Alors, bah, de toute façon, j'ai pas un profil technique, donc ça va être une explication très conceptuelle. Donc déjà, alors comment ça marche? Bah, moi j'aime bien parler de photographie du passé, c'est-à-dire que quand on parle des données, les fameuses données, c'est un peu c'est vraiment pas le jus vraiment de la conversation. C'est-à-dire que on va avoir, en gros, pourquoi je l'appelle la photographie un peu du passé, c'est parce que, notamment dans le cadre de l'intelligence artificielle générative, ça veut dire qu'on va entraîner un modèle basé sur des données qui appartiennent donc au passé, même le mot données, ça veut dire que ça a été donné, passé, et on va en reproduire quelque chose qui va devoir s'appliquer dans le futur. Pourquoi j'utilise cette temporalité dans l'explication? C'est parce que bah, c'est à ce moment précis justement où des biais peuvent apparaître. Alors, petite parenthèse très importante, les biais sont pas forcément négatifs tout le temps, puisque nous, les humains, on a des biais, surtout quand on parle par exemple de biais cognitifs, on a les biais de confirmation, surtout les gens qui font du design et pas forcément qui sont experts dans le milieu de l'IA, ils savent très bien, par exemple, quand ils doivent faire, je sais pas, un parcours utilisateur ou des interviews de UX, UI, ils savent très bien qu'est-ce que sont les biais et comment les utiliser. Et même en psychologie, ce sont des choses qui existent tout à fait. Il n'y a rien d'anormal là-dedans. Là où ça peut devenir un peu défiant et au niveau surtout éthique, c'est que de un, ça peut reproduire la grosse question qu'on se répète depuis très longtemps. Et je précise, c'est pas parce qu'on se le répète depuis très longtemps qu'on a résolu la question. C'est bah, on va reproduire les biais de la société, donc qui était celle du moment où on a acquis et entraîné ce modèle sur ces données du passé. Mais aussi, même si c'est quelque chose, par exemple, on peut imaginer des techniques à travers lesquelles le modèle il se met à jour. Je vais pas faire l'énoncé technique de toutes les techniques possibles, mais ça peut être par renforcement, ça peut être par voilà, de techniques différentes. Ça va, en gros, comment je peux dire ça simplement? Je pense qu'une autre manière de l'expliquer simplement, c'est que on essaye de faire rentrer dans un modèle statistique des qualités et des visions de société qui normalement ne sont pas du tout statistiques. Donc, forcément, le modèle il est obligé de faire des raccourcis. Le modèle il est obligé de faire un espèce de gros résumé, une espèce d'énorme soupe de tout. Et donc, forcément, il va laisser derrière des voix, des expressions, des points de vue. Et donc, c'est ça ce qui peut avoir des implications. Évidemment, ça dépend aussi, et j'insiste là-dessus, sur le cas d'application, parce que c'est pas la même chose, par exemple, pour vous donner un exemple concret, ce que je dis souvent, c'est que il va pas avoir les mêmes enjeux, par exemple, d'un modèle qui est utilisé dans le cadre, par exemple, biologique médical et d'un cas, par exemple, de service après-vente. Bah, si un chatbot de service après-vente qui peut avoir un biais, par exemple, je sais pas, évidemment, c'est toujours grave, mais il n'y a pas le même niveau de problématique. Et donc, c'est très important aussi de se focaliser sur le type d'application, sous la population, parce que d'après mes recherches, je vois vraiment un énorme gap qui existe entre bah, le développement pur et dur
et son cas d'application et donc sur quel type d'utilisateur ça va avoir un impact, ou même juste tout simplement sur quel type de population ça va être appliqué et quel type d'application. Les deux mondes souvent ils sont très détachés. Donc, il peut y avoir plein de cas où ça peut poser des défis. Encore une fois, ils sont pas tout le temps négatifs, mais sur tous les types de biais qu'on a annoncés, moi, je travaille particulièrement sur les biais dits culturels, c'est-à-dire lorsque on va, par exemple, imposer entre guillemets ou faire valoir comme ground truth, on dit, comme vérité de base, une vision du monde qui est pas la nôtre. Et donc, il va y avoir aussi ce qu'on appelle en éthique et en philosophie morale une espèce de inconsistance, en gros, entre la vérité de la population ciblée et la vérité qui est proposée par le modèle. Donc, il va y avoir un clash, et c'est à ce moment où ce clash peut avoir des conséquences. Alors si je prends un exemple très concret pour qu'on comprenne bien de quoi on parle quand on parle de biais, notamment le biais culturel, si par exemple on demande à un modèle de génération d'images, et par exemple Midjourney, on lui dit crée-moi une maison sans lui donner Oui, oui. instructions, en fait il va créer une maison américaine. Il va tout de suite mettre une maison américaine dans la prairie. Pourquoi ? Parce que la majorité des données sur lesquelles il a été entraîné sont des données occidentales et notamment qui viennent du continent nord-américain. On est d'accord que c'est ce type d'exemple dont tu parles quand tu parles de biais culturel ? Exactement. D'ailleurs, c'est marrant que tu aies parlé de l'exemple de la maison parce qu'avec une collègue de mon équipe, on avait justement étudié un peu les biais culturels dans les modèles de génération d'images et d'ailleurs on avait fait une espèce de mini-étude comparative entre un modèle de génération d'images plutôt américain et un modèle de génération d'images plutôt asiatique slash concrètement chinois. Et quand on écrivait maison chinoise dans le modèle américain, on avait vraiment le stéréotype, vous savez, de la petite maison qui existe que dans la Chine rurale, je pense, ou dans les livres d'histoire. Alors que quand on interrogeait un modèle chinois en disant maison chinoise, on avait le gros bloc du gros bâtiment avec les appartements, soit à quoi ressemble vraiment une vraie maison chinoise en Chine. Donc exactement, c'est ça. En fait, le risque, c'est pour ça que c'est pas valable tout le temps parce que parfois les gens font un peu le raccourci entre biais égal stéréotype, mais c'est souvent le cas. Donc, il y a des stéréotypes évidemment qui peuvent faire un peu plus de dégâts que d'autres. Mais si on veut donner un autre exemple concret, il y a eu une recherche que j'ai menée en 2021 sur, à l'époque, GPT-3, où en gros, je demandais au modèle, vous savez, c'était même pas vraiment, je sais pas si on pouvait l'appeler un modèle de génération parce que il était surtout, c'était un modèle prédictif, donc il allait juste prédire quels étaient les prochains mots, et il générait pas vraiment de questions, il était pas très Ce fort qu'on en retrouve questions-réponses. dans la sandbox d'OpenAI aujourd'hui, c'est ce qu'on va retrouver à ce Ouais, le moment-là. playground, ouais, Ouais, le playground, exactement. ouais. Et donc moi je l'avais testé sur ses capacités à faire des résumés, ce qui est un cas classique donc en NLP, et je lui avais donné deux types de documents de deux types de définitions sur la question de la laïcité. Et je sais ça parce que bon, j'ai fait des études en philosophie, j'ai eu des cours en France sur comment est-ce qu'elle interprétait la laïcité, et je savais très bien que comment on interprète la laïcité à la française et comment on l'interprète aux États-Unis, c'est complètement l'opposé. On est face à cette inconsistance, c'est-à-dire on a le même mot qui veut dire des choses complètement opposées, parce qu'en France, on sait, ça veut dire qu'aucun signe religieux est permis sur l'espace public, alors qu'aux États-Unis, c'est tous les signes religieux sont permis sur l'espace public, et c'est ça la laïcité. Donc je me suis dit, ah, ça va être intéressant de le questionner là-dessus. Et quand je l'avais montré un document officiel de la commission Stasi de 2006, il avait résumé ça en disant que la France, c'était pas un pays démocratique parce que c'était pas ça la définition de laïcité. Alors que, évidemment, ça dépend du contexte, ça dépend du contexte historique, social, politique. Voilà, il y a tout un bagage culturel, vraiment, si on veut, derrière. Et donc, c'est ça pour moi le genre de risque auquel on fait face quand il y a des vrais biais culturels. Et d'ailleurs, c'est à partir de cette étude qui a aussi donné un peu la lancée aussi au gros de la big tech, je dirais, d'aller à faire un peu plus gaffe à ce type de questions. Mais encore une fois, c'est pas du tout résolu sur des exemples récents parce que j'ai aussi récemment publié un dataset de d'évaluation sur des sujets qui sont très sensibles, type la GPA ou les droits LGBT. Quand on a interrogé Gemini, donc un des derniers modèles de Google, le contexte historique et le contexte politique qu'il nous donnait quand on l'interrogeait sur des questions LGBT était que le contexte américain, donc que sur la législation américaine.
Donc on avait vu aussi qu'il y avait eu des questions là-dessus sur les IA qui avaient été entraînées pour aider le législateur aux États-Unis à prendre des décisions et qui avaient été entraînées sur les données anciennes et qui finalement accusaient les personnes de couleur plus facilement parce qu'en fait elles sont entraînées bêtement, enfin je dis bêtement parce qu'elles ne réfléchissent pas, hein, ces modèles, sur les données qu'on leur a données, et il y a déjà un biais culturel aux États-Unis sur les personnes de couleur dans les décisions de justice, donc elles reproduisent ça. On n'a pas un risque là-dessus aussi d'avoir quelque chose qui se fige à un moment dans la culture et qui fasse des espèces de boucles de rétroaction, c'est-à-dire à partir du moment où les IA nous donnent de l'info, on prend cette info, ça se réinjecte finalement dans une espèce de boucle infinie. Oui, bah, totalement. Bah, déjà de un, encore une fois, ça dépend vraiment du cas d'utilisation parce que déjà, si on imagine ces modèles qu'on a nommés dans un contexte, par exemple, public, mettons en administration publique qui décide de les utiliser, bah, il va donner le mauvais contexte. Et encore une fois, euh, nous, en philo, on nous apprend que la vérité n'existe pas, il y a qu'une multitude de vérités. Et donc, dans cette multitude de vérités, bah, le choix de la vérité de ces modèles ne colle pas tout le temps en celle où elle s'applique. Et donc c'est ça un peu le risque. Après, si j'ai bien compris de l'IA qui ensuite, enfin du modèle d'IA qui ensuite pourrait se auto-influencer, bah il y a une grosse question, un gros débat, je dirais depuis peut-être 2023, début 2024, sur les données dites synthétiques, parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, bah si on ne veut pas reproduire les biais de n'importe quel type de société, peut-être on peut juste créer des données synthétiques. Je pense que c'est un peu la fausse solution à un vrai problème. Bah, parce que de un, on sait très bien que techniquement, ça sera jamais de la aussi bonne qualité qu'une donnée humaine. Et de deux, la grande question sous-jacente toujours existe, c'est-à-dire, ok, on ne veut pas reproduire les biais de la société, mais donc, quel type de société on va reproduire? Est-ce que c'est la société qu'on souhaite? Donc, si c'est celle qu'on souhaite, qui décide? Qui a la légitimité de nous dire laquelle c'est? Et parce qu'on sait très bien qu'en société, il y a déjà des problèmes sous-jacents. Et en fait, ça ne fait que c'est pas quelque chose d'intrinsèquement problématique dans le modèle d'IA, ça ne fait que fonctionner comme vecteur, comme amplificateur de problèmes qui existent déjà. Donc, pour moi, c'est quand même essayer de mettre des patchs, vous savez, à un problème qui est beaucoup plus large où on a besoin d'avoir des discussions beaucoup plus profondes. Alors, sachant que là, on a parlé notamment des biais culturels, il va y avoir aussi des biais de genre, il y a un certain nombre de choses, hein, sur Oui, la bien question de sûr. la Ouais, représentativité ouais, féminine, etc. ratio, oui. Euh, Aujourd'hui, face à ces questions, quelles sont les possibilités qu'on a? Comment est-ce qu'on peut aborder ces problématiques pour faire en sorte justement de... Alors tu disais, ça va être très compliqué de supprimer complètement ces biais, mais au moins de faire en sorte qu'ils aient le Mhm. moins d'impact possible. Oui, bah moi je répète quelque chose depuis très longtemps qui était vraiment un peu politically incorrect, on va dire à l'époque, mais j'ai l'impression que c'est la voie qu'on va prendre, mais parce qu'on est un peu obligé, c'est d'aller vers des petits modèles. Parce qu'en fait, juste on se rend compte que j'ai pas non plus envie de dire problématique, mais encore une fois, c'est deux niveaux de problématiques différents, mais en tout cas de défis. Et ça, c'est vrai, les défis auxquels on fait face, des gros modèles, c'est-à-dire on essaie d'imposer une vision du monde universelle, alors que la société, elle n'est pas du tout universelle, on n'a pas du tout le même système de valeurs partout. C'est juste, ça colle pas. Et donc l'idée, enfin à mon sens, ce serait de avoir de plus en plus de petits modèles qui vont s'adapter à son cas d'utilisation, à son langage, à sa population cible, etc., etc. Et cetera. Et c'est comme ça qu'on peut avoir un contrôle non seulement technique. Enfin, en fait, j'ai essayé de développer une hypothèse selon laquelle le contrôle technique va de pair avec le contrôle éthique dans ce sens-là. Et encore une fois, c'est pas un silver bullet, comme on dit, c'est pas non plus la solution ultime, mais en tout cas, ça me semble un premier pas pour essayer d'avoir un contrôle un peu plus voilà, appliqué. Et puis, encore une fois, ça dépend. Enfin, essayer vraiment d'avoir des modèles qui soient adaptés le plus possible à leur population cible. Mais quand je dis ça, c'est vraiment dire dans le temps, parce que la société aussi change. Si on pense, comme on disait, on a parlé vraiment de droits LGBT. Moi, j'ai pas 60 ans, mais même dans ma petite vie, j'ai pu voir le changement et je suis italienne, donc je sais qu'à un moment, actuellement, on n'a pas le meilleur des gouvernements en place. Et on a vu, moi j'ai vécu entre guillemets peu de temps, un changement de système de valeurs qui est incroyable dans une société qui est catholique, qui a été historiquement de gauche et qui puis ensuite a basculé dans le presque néofascisme, etc.
Et donc, ça pour dire que la société, elle est en continu, en évolution. Et donc, ces modèles aussi ils doivent l'être parce que sinon, ils vont terminer par, encore une fois, ne faire que reproduire en gros ce qui se passe dans le passé et ne jamais être voilà, adapté au temps auquel il est censé devoir s'adapter. Mais encore une fois, ça dépend des cas d'application. Et quand je parle aussi de système de valeurs, un, un exemple peut-être assez parlant que je donne souvent, c'est imaginez que vous êtes médecin et vous avez besoin de, je sais pas, allouer des lits à l'hôpital et vous avez décidé d'adopter je sais pas, un modèle qui a plutôt une vision, je sais pas, conséquentialiste. Donc, elle va juste faire ou utilitariste, elle va juste faire un calcul qui parfois peut devenir extrême, qui va appliquer donc à son calcul de allocation de lit, son type de raisonnement. Donc, c'est pour ça que le problème des biais, il n'est pas juste problématique au niveau des liens génératives, mais même c'est pour ça que j'insiste là-dessus parce que depuis ChatGPT, on ne fait que parler de ça, mais malheureusement, les modèles pas génératifs, ils existent encore, ils sont très présents et ils sont surtout souvent très invisibles. Ou je pense aussi, j'imagine que vous avez entendu parler de ça, mais le cas qui s'est passé aux Pays-Bas, justement, en termes où ils ont utilisé un modèle d'allocation de ce qui équivaut en gros à la CAF française, et il y avait des discriminations pas possibles sur les familles composées uniquement par une personne et leurs enfants. J'en passe. Il y a eu aussi des études de la Quadrature du Net qui ont été faites, qui ont été menées justement sur les questions d'allocation sociale en France. Enfin, la liste est vraiment très très longue. Ok. Pour rappel, là, on parlait des petits modèles, c'est ce que prône Thomas Wolf, hein, qui est le fondateur de GingFace, cofondateur de GingFace. Pour expliquer, ce sont, au lieu d'avoir un modèle qui est capable de répondre à toutes les questions, c'est des modèles beaucoup plus petits, beaucoup plus spécialisés sur une question particulière qu'on peut brancher les uns avec les autres pour dire, bah, en fait, voilà, je vais avoir quelque chose qui va gérer une partie et un autre petit modèle qui va gérer une autre partie, qui consomme aussi beaucoup moins en énergie. Donc c'est un élément extrêmement important. Est-ce que, à ton niveau, tu penses que les États prennent suffisamment en compte ces questions, les comprennent et les prennent en compte et sont en capacité de les traiter? On a vu que l'AI Act en Europe gère à peu près, avec ces 3 niveaux, cette question-là. Hein. Est-ce que ça impacte l'humain et à quel niveau ça l'impacte? Mais est-ce qu'à ton niveau, tu penses que c'est réellement bien compris? Qu'est-ce qui est bien compris? La question des petits modèles, par exemple, Non, 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 ou celle-ci, la question de l'impact, pardon, l'impact éthique des IA et notamment cette question des biais, est-ce que ça peut, l'impact que ça peut avoir sur la société? Oui, oui, bien, moi je pense bien sûr qu'ils la comprennent. Après, tu sais, le débat est malheureusement en 5 minutes, on va pas y arriver parce que le débat est immense parce que il y a, ça doit pas être nouveau pour vous, mais il y a aussi le gros débat entre ce qu'on appelle AI ethics et AI safety, le risque existentiel de tous les humains face à l'IA. Donc, pourquoi je disais au tout début que ce que je proposais déjà il y a des années, c'était pas political incorrect, c'est pas le bon mot, mais en tout cas, c'était vu quand j'en parlais, les gens me disaient, mais n'importe quoi, nous, on veut construire AGI. Donc, en quoi, en construisant des petits modèles, ça va nous amener à AGI, pour rappel, Artificial General Intelligence. Donc, en gros, l'intelligence artificielle générale. Donc, ça n'allait pas de pair. Donc, je pense que les États, ils sont tellement pris, surtout nous en Europe, on est en position très inconfortable, je pense, parce qu'on est entre deux géants, c'est-à-dire la Chine et les États-Unis, qui se font littéralement la guerre là-dessus. Et donc, et nous, on est là, on essaie de réguler, on essaie de courir derrière un peu tout ce qui se passe. Donc, je pense que c'est une position très inconfortable déjà pour tout le monde parce qu'à la fois, il faut développer les GI, mais en même temps, on n'a pas les GPU pour, on n'a pas l'électricité, ça a un impact sur l'environnement. C'est un peu l'équation impossible à résoudre. Donc, je sais pas je sais pas qui va gagner là-dedans. Franchement, je ne sais pas. Juste pour clôturer donc cette interview, je voudrais savoir s'il y avait des solutions plus pour les utilisateurs d'intelligence artificielle, si tu avais des conseils pour un peu prendre ce problème à bras le corps, ou si c'est vraiment que du côté des créateurs d'IA et que nous on peut rien faire que subir un petit peu Non, mais bien ces sûr, différentes ce problématiques. que je dis souvent, c'est que de un, on n'est pas du tout obligé d'utiliser des modèles d'IA. Enfin, ça a l'air d'être devenu indispensable, alors que
Ça l'est pas forcément, surtout si on se sent pas confortable. Je pense que, il faut aussi, se réapproprier le droit de ne pas les utiliser. Ce qui peut paraître banal, hein, mais ça l'est pas. Et puis de 2, moi je pense qu'il faut énormément démystifier, mais ça, heureusement, petit à petit, j'ai l'impression que ça se fait, parce qu'énormément de gens ont peur d'exprimer leur opinion, de sembler stupide, de se dire ah mais non, mais la machine devant moi, elle est tellement plus intelligente que moi je suis juste un pauvre être humain et donc tout ce que me dit la machine est la vérité, alors que pas du tout. En fait, l'humain restera toujours plus intelligent, heureusement, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc je pense que il faut s'armer de esprit critique, s'éduquer et en fait arrêter d'avoir peur parce que la peur peut-être qu'on peut avoir, c'est par rapport aux conséquences, c'est par rapport à où est-ce que se situe la concentration de pouvoir en fait sur ce type de technologie parce que comme on le dit en philo et pas que, je pense en sciences humaines en général, aucune technologie est neutre. C'est-à-dire qu'il y a ni bon, ni mauvais, ni neutre. Donc, il y a toujours, et comme Nietzsche disait, dans toutes les techniques, il y a une concentration de pouvoir. Donc, de comprendre un peu où est-ce que se situe l'aiguille de pouvoir, essayer de la refaire un peu basculer parce que c'est nous la masse critique après tout. Ok. Écoute, c'est intéressant. La position que tu prends là sur Hugging Face, c'est aussi une position que vous essayez de pousser vers vos clients et Euh, les concepteurs de modèles. je sais pas du tout. C'est pas du tout mon équipe. Moi, je flâne dans la recherche. Heureusement, je sais pas du tout impliquée là-dedans. Je pense pas. Après, le discours qu'on a tout le temps, c'est évidemment avoir un modèle propriétaire ou un modèle qui est développé, par exemple, sur Transformer, ça va être, on va toujours avoir plus de contrôle là-dessus que si on utilisait une API. Donc, c'est clair que c'est aussi un discours, oui, de contrôle interne et, euh, et j'imagine que ça doit faire plaisir quand même aux entreprises qui travaillent avec nous, qui ont envie de s'investir et qui ont envie peut-être d'investir leur temps et leur argent aussi dans la formation de leurs employés sur ces choses-là. Parce que c'est vrai que ce serait beaucoup plus simple de juste se brancher à Claude ou à ChatGPT, mais s'ils font le choix de développer leurs outils, c'est parce qu'ils doivent avoir leurs raisons, qui doivent être aussi des raisons éthiques, hein. J'en suis sûre. On sait que tu dois filer, Giada. Ouais, Merci beaucoup d'avoir été là. Merci d'avoir répondu à nos questions. avec Merci plaisir. beaucoup. Et puis peut-être à bientôt. Ouais, bien sûr.